Alors, soins infirmiers et modèles conceptuels infirmiers. Voilà un sujet passionnant. Non, en fait, j'ai souvent des questions, autant d'étudiantes au bac, même beaucoup de mes étudiantes à maîtrise, qui ont des interrogations concernant les modèles conceptuels infirmiers, où les situer autant dans leur mémoire que dans leur pratique clinique, en recherche. Et j'ai aussi des infirmières, des conseillères cliniques, des DSI qui amorcent des programmes de rehaussement de compétences dans leur milieu et s'interrogent un peu sur quelle est la place des modèles conceptuels dans une telle démarche. Il y a même des milieux qui ont commencé par intégrer un modèle conceptuel avant de s'intéresser aux compétences cliniques des infirmières. Et je vois que pour certaines infirmières, c'est vraiment préoccupant la place des modèles conceptuels dans leur démarche clinique, à quel endroit ça doit se situer et tout ça. Donc, comme j'ai partagé mon opinion à plusieurs reprises et que j'ai eu encore récemment des demandes à ce sujet-là, j'ai décidé d'en faire une capsule web et en même temps, ça va permettre de situer un peu c'est quoi les indicateurs de l'exercice infirmier lorsqu'on parle de soins infirmiers gériatriques. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment moi pour dire est-ce que l'infirmière possède les compétences et la démarche nécessaire pour vaquer à ses occupations en lien avec les soins infirmiers gériatriques. Donc, pour répondre à cette interrogation-là, c'est très simple pour moi parce que j'avais dû y répondre lorsque j'avais écrit le chapitre 1 de mon livre. D'ailleurs, pour ceux qui ont mon livre, je vous invite à aller au premier chapitre parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments de réponse qui se retrouvent là. Mais c'est sûr que le premier point, c'est peu importe le modèle conceptuel infirmier que vous allez utiliser, le premier élément que vous devez vous dire, c'est il y a la loi 90, et il y a des activités réservées. Et concernant ces activités réservées-là, ben en fait, vous devez, euh, vous devez être en mesure d'assumer pleinement ces activités réservées-là. Lorsqu'on parle d'activité 1, qui est l'évaluation de l'état mental et physique d'une personne symptomatique, la deuxième activité avec la surveillance clinique, et ainsi de suite, il y en a 14. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, lorsqu'on les regarde, il n'y a pas un modèle conceptuel. Quelqu'un va posséder totalement Parsi ou totalement Anderson ou autre, puis qu'on va dire, ah, ben, même si tu n'es pas en mesure d'assumer pleinement tes activités réservées, vu que tu possèdes le modèle conceptuel, tu es correct. En fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout au même niveau que ça se joue. Mais ça, c'est pas clair pour tous les soignants. En fait, il y en a qui croient que pour être vraiment infirmière ou infirmier, il faut posséder un modèle conceptuel. Ce qui n'est pas vraiment le cas. En fait, la première étape, c'est que tu dois t'assurer que tes activités réservées, qui définissent tes obligations légales, tu es en mesure d'y répondre. Alors, ça, c'est un premier point. Euh, si vous allez dans le chapitre 1 de mon livre, vous allez aussi retrouver, par exemple, à la page 4, très simplement, les indicateurs cliniques de l'exercice infirmier. Ici, c'est en soins de longue durée ou en gériatrie, mais en fait, sur quel thème, dans le fond, l'infirmière doit avoir des compétences pour être en mesure de rendre un service infirmier de qualité à la population âgée. Donc ici, on est vraiment dans le concret, sur le plan thématique, sur le plan du contenu, qu'est-ce que l'infirmière doit posséder. Donc ici, vous avez premièrement les indicateurs. Par la suite, si on continue, vous avez aussi d'autres indicateurs, même de la qualité de l'exercice infirmier en termes de quelles sont les conséquences qu'on peut avoir lorsqu'on a des soins infirmiers de qualité. Et ça, vous trouvez ça au tableau 1.3 de la page 9, qui spécifie également, dans le fond, les indicateurs de la qualité de vie des résidents en CHSLD. Je donne un exemple, qui est un peu la finalité des soins qu'on veut rendre. Lorsqu'on remplit nos activités réservées, lorsqu'on remplit nos indicateurs d'exercice infirmier, bien évidemment, au bout de la ligne, il devrait y avoir des résultats de soins. L'autre élément qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un code de déontologie aussi qui vient régir la profession infirmière en termes de valeurs, en termes de comportements qui sont adéquats et cohérents avec la profession infirmière. Et ça aussi, les gens doivent y répondre de premier ordre. Donc ça, on a les aspects déontologiques, on a les aspects légaux, on a les aspects des indicateurs de la qualité de l'exercice,
On a ce qu'on veut avoir comme résultat de soins. On a aussi plus précisément les compétences que l'infirmière doit posséder. Ça, vous avez ça au tableau 45.1 de la page 571 de mon livre, où encore là, vous allez voir toutes les compétences que l'infirmière doit posséder pour souhaiter rendre un service de qualité à l'aîné. Alors, comme vous voyez là, en fait, on a besoin d'éléments beaucoup plus concrets que ce que peut nous offrir un modèle conceptuel pour répondre aux besoins des différents groupes de clientèle qu'on va soigner ou encore selon les milieux cliniques dans lesquels ils se retrouvent. Et à ce sujet-là, en fait, les modèles conceptuels ne sont plus à la hauteur pour vraiment répondre à ces besoins-là. Et lorsqu'on pense, par exemple, au PTI, au niveau de clarté des constats qu'on doit faire, ou encore des directives infirmières qu'on doit élaborer, mais en fait, ici, ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin vraiment de connaissances à jour de pointe qui sont basées sur données probantes pour qu'elles soient vraiment les interventions qui s'avèrent le plus efficaces possible pour cette clientèle-là. Évidemment, les valeurs de la profession vont toujours être là en termes d'individualité, du respect de la dignité humaine, de l'intégrité, etc., qui amènent, dans le fond, à faire un partenariat avec la personne âgée, mais en fait, de lui donner le service auquel il a droit, mais auquel aussi il souhaite, mais en ayant un service de qualité qu'on puisse donner. Donc, pour moi, ça, c'est un aspect qui est très important parce que j'ai réalisé très rapidement que si je veux donner des soins de qualité aux aînés que je soigne, bien, en fait, ce que j'ai besoin avant tout, c'est de ces aspects-là. C'est quoi les indicateurs? C'est quoi ce que je suis posé faire en termes d'activités réservées? Quels sont les éléments de compétences que je dois posséder? Alors, c'est pour ça que j'ai tout mis ça. C'est pour ça qu'on retrouve ça dans tout un volume, puis on voit que c'est assez volumineux et ça ne comprend pas tout ce qu'on devrait savoir malgré tout dans ce volume-là pour soigner une personne âgée. Donc, c'est pour ça que je voulais restituer le fait qu'un modèle conceptuel, ce n'est pas essentiel, un modèle conceptuel infirmier, autant en recherche, en pratique qu'en enseignement. En fait, ce qui est intéressant, même récemment, je tombais sur un article qui a été publié dans le International Journal of Nursing Education Scholarship. Et moi, ça fait longtemps que j'ai cette opinion-là, mais j'étais heureux quand même de voir que dans cette étude-là qui a été publiée en 2009 par Forbes et Hickey, qu'en fait, dans le reste du Canada et des États-Unis, cette étude-là, en fait, il y a deux études qui sont citées. Alors, est-ce que c'est juste le Canada et les États-Unis? Mais c'est au niveau nord-américain. Maintenant, il y a juste 33% des curriculums universitaires ou des programmes d'enseignement universitaire qui sont basés sur un modèle conceptuel infirmier ou sur une théorie infirmière, comme on les appelle. En fait, à la conclusion des auteurs qui ont fait une revue de la littérature sur le sujet, l'opinion des spécialistes du domaine considère que c'est maintenant une démarche qui ne répond plus aux besoins de la profession contemporaine que de se baser sur un seul modèle conceptuel ou encore de baser sa pratique sur une théorie infirmière, puisque les réalités des champs cliniques, la réalité des problématiques auxquelles on doit faire face demandent un niveau de connaissance très diversifié et très approfondi et aussi qui est évolutif. D'ailleurs, elle mentionne aussi dans leur article la notion des valeurs qui sont importantes, etc. Donc, je trouvais ça quand même intéressant de souligner ça parce que je ne veux pas que les gens aient mes étudiantes, entre autres, au deuxième cycle, d'insécurité, l'inquiétude parce qu'ils ne retrouveraient pas un modèle conceptuel dans leur mémoire. Ben, ils peuvent savoir qu'il y a quand même la très grande majorité des finissants, si on suit à ça, plus de 50% dans le reste du Canada, aux États-Unis, qui n'ont pas justement ce type de modèle-là lorsqu'elles font une étude ou un mémoire, malgré que ce qu'on peut voir, c'est qu'elles sont quand même infirmières et c'est encore pertinent, puisqu'elles s'inscrivent autant dans les activités réservées ou les concepts centraux de la profession, si vous voulez. Mais je ne serais pas glissé sur le paradigme, c'était pas vraiment le point de ma capsule web, mais c'était vraiment de spécifier la place des modèles conceptuels. C'est pas une obligation. Sachez, pour vous donner un indice que c'est tellement pas une obligation, c'est que l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ne pose aucune question sur les modèles conceptuels à l'examen de l'ordre. Alors, je pense que c'est un signe assez éloquent de dire, ben, c'est un courant de pensée,
mais ce n'est pas un élément qui est au cœur de la pratique infirmière. Et en fait, pour toute infirmière qui sont en pratique, on est au courant de ça depuis longtemps. Ça a toujours demeuré une discussion et une préoccupation plutôt académique. D'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est justement quand on arrive en situation clinique, moi je sais bien que ma spécialité c'est le délirium, alors quand j'arrive en situation pour reconnaître l'état mental, il n'y a aucun modèle conceptuel qui m'aide vraiment à comprendre l'état mental de la personne âgée en situation de délirium ou encore quel genre d'intervention préventive ou thérapeutique je dois mettre en place. Par contre, là, ce que je vais lire dans les études scientifiques sur le sujet, quand je lis dans des volumes qui sont intéressés au délirium, ben, je trouve plusieurs réponses à mes questions et ce ne sont pas nécessairement des éléments qui découlent d'un modèle conceptuel. Si je suis en clinique et je fais un suivi d'une personne qui a de l'emphysème, ben, si je m'interroge qu'est-ce qui est pertinent pour cette personne-là, ben, évidemment, il va y avoir ce qu'elle va m'évoquer comme étant les signes et symptômes qui la préoccupent ou encore le soutien social qu'elle désire recevoir, tout ce qui est biopsychosocial, spirituel, environnemental. Mais en demeure pas moins qu'il y a des éléments de son état de santé que je dois faire une surveillance clinique serrée. Et dans ce cas-ci, entre autres, c'est toute la notion d'exacerbation. Alors, je dois m'intéresser à la modification de ces sécrétions, des expectorations, l'augmentation de la dyspnée ou encore de la toux. Je dois faire une auscultation pulmonaire de façon suivie, au niveau serré pour détecter toute surinfection. Mais ça, dans le fond, c'est en lisant la littérature scientifiques qui ont établi ces trois symptômes-là comme étant très importants pour détecter l'exacerbation, parce qu'en fait, lorsqu'on est en mesure de les détecter rapidement, on peut initier un traitement infirmier et pharmacologique ou médical, et dans le fond, c'est toute la qualité de vie de la personne qui est augmentée. Alors, c'est juste pour bien cibler l'apport des données probantes par rapport à l'approche clinique qui demeure humaine, digne, qu'on individualise, mais en fait qui s'inscrit dans un rapport entre les valeurs de la profession, la déontologie, les activités réservées et évidemment les données probantes. Alors, je voulais partager cette opinion-là. Je sais que plusieurs attendaient de connaître mon opinion, de l'avoir à un endroit aussi, ce qui pourrait la visionner à quelques reprises. Alors voilà, c'est fait. Et je vous souhaite bonne chance avec la poursuite dans un cas de vos études ou encore pour les autres de vos projets cliniques.